Bonjour et bonsoir. C'est votre ami, révérend docteur Alphazin. Non, et puis elle fait résumé et en biologie philo. Résumé biologie en philo. Pour toutes les philo, c'est avec un peu de facilité. On a bien plus de possibilités pour être capable de répondre aux questions dans l'examen baccalauréat. On apprend partie par partie. On a des possibilités pour nous étudier ensemble l'introduction de la biologie dans la première partie. On apprend cellules et après cellules, on apprend vitamines et après vitamines, on apprend en microbiologie et après microbiologie, on apprend système nerveux. OK? Et après système nerveux, on apprend hormones. Et après ça, dans la deuxième partie, on va continuer avec la reproduction et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous touchions la génétique. Et dans la première partie, on a pris ensemble de branches, ça au moins dit non, société pour nous. OK. La biologie avec Jean-Baptiste Lamarck devient une science. Une science qui étudie la vie des êtres vivants, autotrophes et hétérotrophes. Les êtres vivants autotrophes, ce sont des êtres qui peuvent fabriquer leur propre nourriture. Par exemple, les végétaux. Et les êtres vivants hétérotrophes, ce sont des êtres qui ne peuvent pas fabriquer leur propre nourriture. Exemple, les animaux. Ça veut dire la biologie vient du grec bios et logos. Bios qui signifie vie et logos qui signifie étude ou discours. La biologie peut être divisée en 5 grandes branches. La première grande branche, c'est la biologie animale ou zoologie. C'est la biologie, c'est l'étude des organismes pluricellulaires hétérotrophes. La biologie animale ou la zoologie qui étudie les organismes pluricellulaires hétérotrophes. Et deuxième grande branche, c'est la biologie végétale ou la botanique. La biologie végétale ou la botanique, ici qui étudie les organismes pluricellulaires autotrophes. Troisième grande branche, c'est la biologie des champignons. La biologie des champignons ou mycologie, qui étudie les champignons ou les mycètes. Et la biologie de l'homme ou l'anthropologie, c'est l'étude complète de l'espèce humaine des points de vue anatomiques, physiologiques, génétiques et phylogéniques. Et cinquième grande branche, c'est la microbiologie. La microbiologie qui s'occupe de l'étude des micro-organismes, c'est-à-dire l'ensemble des êtres microscopiques eucaryotes, acaryotes ou procaryotes. Ils soient aussi autotrophes et hétérotrophes. Les 4 premières parties de la biologie, la zoologie, la botanique, l'anthropologie, la mycologie, se subdivisent en plusieurs autres branches, dont chacune étudie un aspect particulier de la vie. Ainsi, on peut citer la cytologie. La cytologie que vous connaissez qui étudie l'étude de la cellule, les formes, la structure et les fonctions. Il y a l'histologie qui étudie les tissus et des êtres vivants. Il y a aussi l'anatomie qui étudie la structure, la position, le rapport entre les organes du corps. Il y a la physiologie qui étudie le fonctionnement de l'organisme. Il y a la morphologie qui étudie la structure interne des formes des organismes. Il y a la génétique qui étudie la transmission des caractères ascendants ou descendants. C'est la science de l'hérédité avec Gregor Mendel. Il y a l'embryologie qui étudie les embryons des êtres vivants depuis leur conception jusqu'à leur naissance. Il y a l'écologie et l'étude de l'habitat. Il y a aussi l'éthologie, l'étude du comportement et des mœurs des organismes. La taxonomie ou taxinomie, c'est la science qui s'occupe de la classification de tous les êtres vivants. Il y a la paléontologie, l'étude des fossiles, des restes des vivants qui ont vécu au cours des ères géologiques. Il y a aussi la pathologie, c'est l'étude des causes, des symptômes de l'évolution des maladies. Il y a la parasitologie, l'étude des organismes parasitaires, c'est-à-dire les êtres qui vivent aux dépens d'autres êtres vivants. Il y a l'eugénisme et l'étude de l'ensemble des moyens permettant
l'amélioration de la race humaine, ou de la patrimoine génétique des humains. Et il y a aussi l'évolutionnisme ou le darwinisme. C'est l'étude des transformations qu'ont subi les êtres vivants au cours des ères géologiques. Alors, vous connaissez bien les ères géologiques. Il y a les ères précambriennes, il y a les ères cénozoïques, il y a les ères mésozoïques, il y a aussi les ères paléozoïques. Il y a aussi ici, c'est l'ensemble des différentes branches qu'on peut retrouver dans les quatre premières grandes branches de la biologie. Quelle est l'importance de la biologie? La biologie, on arrive à créer des espèces végétales et présente aussi des combinaisons de caractères avantageux, tels que il y a aussi la résistance au froid, il y a certaines maladies et l'augmentation aussi des récoltes, tout ça, c'est l'ensemble des importances de la biologie. Il y a aussi des incidences à la biologie ou de la biologie. Par exemple, la zootechnie. La zootechnie, c'est de l'incidence à la biologie, permettant quoi? La zootechnie et permettant l'insémination artificielle ou des naissances multiples dans des cas des espèces unipares. Ici, on peut obtenir des petits précoces grâce avec la zootechnie. La zootechnie, il y a deux méthodes de la zootechnie. Il y a une première méthode d'insémination artificielle qu'on appelle in vitro et une deuxième méthode qu'on appelle in vivo. In vitro ici, c'est quand ça se fait en dehors de l'organisme, on va passer à un processus appelé la nidation. La nidation, c'est l'implantation de l'œuf dans l'utérus. Et ici, quand on passe avec in vivo, ça se fait à l'intérieur de l'organisme. On peut injecter un spermatozoïde dans le vagin de la femme ou le sperme dans le vagin de la femme. Et bien, si la femme est dans la période d'ovulation, et bien, il peut y avoir ce qu'on appelle la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule, qui va donner aussi la rencontre entre le noyau du spermatozoïde et le noyau de l'ovule, ce que nous aurons vu bientôt dans la reproduction. Quels sont les rapports de la biologie à la médecine? Les rapports de la biologie à la médecine permettant de traiter des maladies infectieuses. Ça, c'est le rapport entre la biologie et la médecine. Il implique aussi de certaines maladies héréditaires. Prévenir certaines maladies accidentelles aussi. Ça, c'est le rapport entre la biologie et la médecine. Il y a aussi le rapport entre la biologie et les sciences juridiques. Le rapport entre la biologie et les sciences juridiques nous permettant de rechercher de préférence la paternité ou le rejet de la paternité. Se pencher sur des cas de criminels nés dû à l'existence d'un chromosome en plus. Il y a ceux qui possèdent un chromosome en plus, et il y a ceux aussi et celles qui possèdent des chromosomes en plus. Quelle est l'incidence de la biologie sur la politique? Alors, c'est l'utilisation des armes biologiques pour résoudre des conflits politiques. Ça, c'est le principe de l'égalité des races, et c'est ça qui régit l'incidence de la biologie sur les sciences et politiques. Il y a aussi des incidences de la biologie et sur la religion. Et prenons par exemple, il y a les avortements, il y a aussi l'acceptation des méthodes et de la contraception, Ici, l'emploi des méthodes de contraception, ici c'est le rapport entre la biologie et la religion. Maintenant, et aussi il y a un rapport entre la biologie, il y a un autre rapport entre la biologie et la médecine, c'est éviter des mariages consanguins, des mariages entre individus malades héréditairement. Ici, quelles sont de préférence les doctrines philosophiques qui expliquent la vie? Il y a des thèmes philosophiques, il y a des doctrines philosophiques qui expliquent la vie. Et de la même façon, il y a des théories aussi biologiques qui expliquent la vie. Les doctrines philosophiques qui expliquent la vie, il y a le vitalisme, il y a le mécanisme, il y a le causalisme, il y a le matérialisme, il y a le neurovitalisme. Le vitalisme, c'est une doctrine qui pense que tous les phénomènes vitaux sont gouvernés par un principe vital ou par une force. Le mécanisme, c'est une doctrine ou c'est une théorie selon laquelle les activités vitales sont régies par un ensemble de forces mécaniques ou physico-chimiques. Et le causalisme est une doctrine qui unit la cause à l'effet. Cela sous-entend que la même cause produit le même effet. Il y a aussi le matérialisme. Le matérialisme, c'est une doctrine qui affirme que la seule réalité fondamentale de la vie, c'est de la matière. Et le neurovitalisme, à l'époque contemporaine, les vitalismes ne font plus référence à la force vitale mystérieuse,
Mais le français Henri Bergson parle d'un élan vital qui déclenche dans l'organisme physico-chimique similaire à ceux qui se manifestent dans le monde inanimé. Quelles sont les théories biologiques qui expliquent la vie? Il y a le fixisme, il y a le mutationnisme, il y a le transformisme. Le fixisme, c'est quoi? Le fixisme, c'est une théorie selon laquelle il n'y a ni évolution et ni transformation des espèces végétales ou animales. Ça, c'est le fixisme. Il y a aussi le mutationnisme. Le mutationnisme, c'est une théorie de transformation spontanée et héréditaire des êtres vivants par mutation. C'est le remplacement d'une personne par une autre. Il y a un changement brusque qui se produit. C'est ça, le mutationnisme. Il y a aussi le transformisme. Le transformisme, c'est une théorie selon laquelle les espèces vivantes ne sont pas fixes. Elles sont arrivées à leur forme actuelle par évolution. Ça, c'est le transformisme. Quelles sont les caractéristiques ou les propriétés générales des êtres vivants? Il y a premièrement l'organisation cellulaire. Il y a deuxièmement composition chimique. Il y a la sensibilité ou l'irritabilité. Il y a la nutrition. Il y a la croissance. Il y a la respiration. Il y a la reproduction. Il y a l'adaptation. Il y a l'évolution ou le darwinisme avec Charles Darwin. Ici, c'est l'ensemble des caractéristiques, l'ensemble des propriétés des êtres vivants. Quelles sont les conditions indispensables à la vie de l'organisme? Les conditions indispensables, il y a l'eau, il y a les aliments, il y a les oxygènes, il y a aussi l'oxygène, il y a aussi la température. Ici, c'est l'ensemble des conditions indispensables à la vie. Maintenant, il y a aussi, on va toucher directement. Donc, on parle aussi de la hiérarchie biologique. La hiérarchie biologique concerne l'atome, molécule, organite, cellule, tissu, organe et appareil. Maintenant, la cellule, c'est quoi? Alors, la cellule, ici, c'est un grand chapitre. La cellule, ici, c'est d'après la science, la cytologie. La cytologie, c'est la science qui nous permet d'étudier la cellule. La cellule, c'est quoi? La cellule, c'est l'unité fondamentale de tous les êtres vivants. C'est l'unité anatomique et physiologique de tous les êtres vivants, ça c'est la cellule. Qui a énoncé la théorie cellulaire? Il y a deux Allemands. Il y a Matthias Schleiden, qui était un botaniste. Il y a aussi Theodor Schwein, qui était un zoologiste. Énoncer la théorie cellulaire. Pouvez-vous énoncer une théorie cellulaire? Une théorie cellulaire d'après Vichor. Tout être vivant est formé de cellules. La cellule est l'unité anatomique et physiologique de tous les êtres vivants. Cela sous-entend pour Vichor, toute cellule provient d'une cellule préexistence d'après Vichor. Comment peut-on parler de la structure de la cellule? La structure de la cellule, il y a premièrement, il y a trois régions. Il y a trois régions dans la structure de la cellule. Parce que quand on parle de cellule, il y a trois régions. Il y a premièrement la membrane cytoplasmique, qu'on appelle encore membrane plasmique ou plasmalème. Il y a deuxièmement le cytoplasme. Et troisièmement, il y a le noyau. On va parler de préférence du noyau. Le noyau, c'est quoi? Le noyau, c'est l'organisme occupant généralement le centre de la cellule. Le noyau a une forme. Une forme. Ici, le noyau a une forme ovoïde, parfois allongée. C'est-à-dire que le noyau par une forme fixe. Le noyau, c'est l'élément vital de la cellule. Quel est le rôle du noyau? Le noyau, c'est le centre de commande, de contrôle de la cellule et il dirige toutes les activités cellulaires. Il intervient dans la croissance, la reproduction et la nutrition. Il intervient aussi dans l'hérédité des races aux gens et chromosomes. Maintenant, quels sont les constituants du noyau? Quels sont les constituants du noyau? Le noyau comprend la membrane nucléaire, le sucre nucléaire, les nucléoles et la chromatine, les chromosomes et les différentes cellules. Par exemple, il y a des cellules acaryotes, il y a des cellules eucaryotes, il y a des cellules procaryotes. Il y a des cellules nucléées, il y a des cellules anucléées, il y a des cellules énucléées, il y a des cellules polynucléées, il y a des cellules haploïdes, il y a aussi des cellules diploïdes. Les cellules acaryotes, ce sont des cellules qui ne contiennent pas de noyau. Il y a aussi des cellules eucaryotes, ce sont des cellules qui contiennent de noyau, mais un vrai noyau. Un noyau bien distinct. Il y a aussi la cellule procaryote, c'est la cellule qui contient un faux noyau. La cellule nucléée, c'est la cellule qui est pourvue du noyau. La cellule anucléée, c'est la cellule qui est dépourvue du noyau.
Il y a aussi la cellule énucléée. C'est la cellule dont on enlève le noyau. La cellule polynucléée, que vous savez, c'est la cellule qui possède plusieurs de noyaux. Maintenant, il y a aussi la cellule haploïde. La cellule haploïde, c'est la cellule qui possède N chromosomes, qu'on appelle cellule sexuelle. Il y a aussi la cellule diploïde, c'est la cellule qui possède 2 N chromosomes, qu'on appelle cellule somatique. Maintenant, le noyau. La membrane nucléaire. La membrane nucléaire, c'est quoi? On a déjà cité les constituants du noyau. Il y a la membrane nucléaire. La membrane nucléaire, c'est la membrane qui sépare le noyau du cytoplasme. C'est la membrane aussi et permettant la relation entre la membrane cytoplasmique, entre le cytoplasme et le noyau. Maintenant, il y a aussi le sucre nucléaire. Le sucre nucléaire, c'est le liquide du noyau ou bien les organites du noyau. Il y a les nucléoles. Les nucléoles, ce sont des gouttelettes qui préparent des pièces pour la synthèse de protéines. La synthèse de protéines que nous aurons étudiée dans le cytoplasme. Il y a aussi la chromatine. La chromatine, c'est un réseau de fins filaments enroulés qui se transforme en chromosome au cours de la mitose. Et bientôt, nous aurons étudié la mitose. Elle est le matériel génétique invisible. Ça, c'est pour la chromatine. La chromatine, c'est le matériel génétique invisible de la cellule. Il y a aussi les chromosomes. Les chromosomes ont une forme visible de la chromatine. Ce sont des petits bâtonnets en forme de rayons ultraviolets. Les chromosomes, c'est le centre de l'hérédité. Et bien, c'est aussi le matériel génétique visible de la cellule. Il y a aussi chromatide. Chromatide, ce sont les 2 bras de chromosomes. Il y a centromère. Centromère, c'est le point de fusion entre les chromatides. Cela sous-entend entre les 2 bras d'un chromosome. Il y a aussi les gonosomes. Il y a les autosomes. Les gonosomes, appelés encore allosomes ou chromosomes sexuels, ils sont responsables des informations génétiques à la reproduction. Il y a autosomes. Les autosomes sont appelés encore chromosomes ordinaires ou un chromosome somatique. Il y a encore des hétérochromosomes. Ce sont des autosomes. Ils sont responsables des informations génétiques à la nutrition. Maintenant, le cytoplasme. Le cytoplasme ici, c'est une partie de la cellule. Maintenant, le cytoplasme est subdivisé en 2 parties. Le cytoplasme est divisé premièrement en hyaloplasme et deuxièmement en morphoplasme. Qui c'est qui hyaloplasme? Le hyaloplasme est appelé encore cytosol. C'est la partie fondamentale du cytoplasme où baignent les organites cytoplasmiques. C'est un liquide où baignent les organismes cytoplasmiques. C'est ce qu'on appelle le hyaloplasme. Il y a aussi le morphoplasme. Le morphoplasme ici, c'est l'ensemble des organites du cytoplasme. L'ensemble des organites du cytoplasme forme le morphoplasme. On a dit que le cytoplasme, c'est le siège des réactions biochimiques de la cellule. C'est ça, en résumé, le cytoplasme. Maintenant, quelles sont les inclusions du cytoplasme ou le paraplasme? Il y a 2 types d'inclusions. Il y a les inclusions vivantes et il y a les inclusions mortes. Il y a 2 types d'inclusions maintenant qui forment le cytoplasme ou le paraplasme, qu'on appelle les inclusions vivantes et les inclusions mortes. Maintenant, à l'intérieur du cytoplasme, il y a le cytosquelette. Le cytosquelette, c'est l'ensemble constitué par des structures protéiques. Il est responsable de la forme d'une cellule. Il y a la mitochondrie ou chondriosome. Ce sont des organes en forme de bâtonnet qui libèrent de l'énergie à la cellule. Elles sont pour rôle le siège de l'oxydation ou de la respiration cellulaire. Il y a le chondriome. C'est l'ensemble des mitochondries ou l'ensemble des chondriosomes. Il y a le centrosome ou sphère directrice. C'est un organisme situé tout près du noyau qui participe à la division cellulaire et dans la formation achromatique, et il a pour rôle d'intervenir dans les mouvements cellulaires. C'est le centre cinétique de la cellule. Il y a lysosome. Lysosome, ce sont des vésicules qui contiennent des enzymes digestifs permettant de dégrader des substances nutritives. Ils jouent un rôle dans l'appareil digestif de la cellule. C'est le siège de la digestion cellulaire. Ça, c'est lysosome. Il y a aussi ribosome. Ribosome, ce sont des organites qui sont responsables de la biosynthèse protéique dans tout le hyaloplasme. Et
sur la surface du réticulum endoplasmique. On a étudié le réticulum endoplasmique. Il y a un réticulum endoplasmique lisse, rigueux et granuleux. Il est le siège de la synthèse des protéines. C'est ce qu'on appelle la protéogenèse. La protéogenèse, c'est la formation des protéines grâce avec le ribosome. Il y a l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, c'est l'ensemble des sacules, dont chacune forme un dictyosome. Il a pour rôle le stockage et la conservation des substances élaborées par la cellule. Ça, c'est l'appareil de Golgi. Il y a aussi les vacuoles. Les vacuoles, ils sont très riches en sels minéraux et organiques. Elles jouent un rôle de réserve d'eau, des lipides, des protéines et des glucides. Il y a aussi les vacuoles. Les vacuoles, c'est l'ensemble des vacuoles d'une cellule. Il y a les inclusions mottes. On a parlé des inclusions mottes. Ce sont des organites qui existent de manière temporaire. Les vacuoles et les réserves. Si on ne veut pas dire inclusion motte, on peut dire enclave. Il y a les plastes. Les plastes, ce sont des organites qui sont représentés seulement dans les cytoplasmes des plantes. Ils ont la capacité d'accumuler des substances variées qu'ils élaborent. Il y a aussi le plastidome. Le plastidome, c'est l'ensemble de synthèse des plastes. Si avant de toucher des plastes, il faut jeter un coup d'œil sur le réticulum. Si on ne veut pas dire réticulum endoplasmique, on peut dire aussi ergoplasme. Ergoplasme au réticulum endoplasmique. C'est un réseau de tubes, des anneaux qui sillonnent toute la cellule. C'est l'appareil circulaire de la cellule. Il permet le transport des substances dans la cellule. On distingue le réticulum endoplasmique granulé. Ici, quand on parle, c'est quand la surface externe contient des ribosomes. Il y a le réticulum endoplasmique rugueux, intervient dans la synthèse des protéines. Et le réticulum endoplasmique lisse, on parle ici quand la surface externe est dépourvue de ribosomes. Il intervient dans la synthèse des glucides et des lipides. Maintenant, quand on parle de plastes, il y a trois types de plastes. Il y a chloroplaste, il y a leucoplaste. Ouais, c'est trois types de plastes. Il y a leucoplaste, il y a aussi morphoplaste. Maintenant, les plastes, les chloroplastes, ce sont des plastes qui contiennent des pigments verts. Par exemple, chlorophylle. Il y a leucoplastes, ce sont des plastes qui contiennent des pigments non colorés et de nature inverse. Comme il y a l'amyloplaste. L'amyloplaste, ici, c'est de l'amidon. Il y a l'oléoplaste, c'est les lipides. Il y a protéoplaste, c'est les protides sous forme de grains d'alléon. Il y a aussi les inclusions inertes, ou bien les inclusions les inclusions inertes. Les inclusions inertes, ce ne veut pas dire inclusion inerte du cytoplasme, on peut les appeler aussi les paraplasmes ou inclusion cytoplasmique. Ce sont des substances chimiques retrouvées dans l'hyaloplasme, soit libres, soit des vésicules qui sont utilisées aux besoins de la cellule. Il y a aussi endocytose, il y a phagocytose, il y a pinocytose, il y a exocytose. Endocytose, c'est le mécanisme de transport des grosses molécules ou des molécules solides vers l'intérieur de la cellule. Il y a phagocytose. Phagocytose, c'est en effet le moyen de défense de l'organisme. Pinocytose, c'est l'absorption des déchets de la cellule. Exocytose, c'est le rejet des déchets de la cellule. On distingue deux types de chromosomes. Il y a les chromosomes somatiques, appelés encore chromosomes non sexuels, appelés encore autosomes. Il y a les chromosomes sexuels, appelés allosomes ou gonosomes, appelés aussi les hétérochromosomes. Ici, ce sont les chromosomes sexuels. Regardez quel est le rôle du chromosome. Le chromosome, il supporte le programme génétique de la cellule. Il porte des emplacements définis, loci ou locus, sur lesquels sont fixés des gènes, appelés locus. Locus, c'est l'ensemble des gènes, c'est l'emplacement d'un gène sur un chromosome. C'est ça, locus. Il y a aussi, tout à l'heure, très bientôt, on aura étudié les mutations, les différents types de locus et les différentes formations des chromosomes par rapport avec la génétique. Maintenant, il y a de la cellule et période de division cellulaire. Le cycle cellulaire est divisé en trois périodes. Il y a premièrement interphase qui est la période de croissance
et de la synthèse. Il y a deuxièmement karyocinèse. Karyocinèse qui est la période de la division du noyau. Il y a cytocinèse ou plasmodiérèse qui est la période de la division du cytoplasme. C'est quoi l'interphase? L'interphase, c'est la période de la vie cellulaire qui précède toute mitose. C'est quoi mitose? Alors, mitose, il y a mitose réductionnelle, il y a mitose équationnelle. La mitose équationnelle, c'est ce qu'on appelle mitose, c'est la division indirecte de la cellule. Et la mitose réductionnelle, c'est ce qu'on appelle méiose, c'est la réduction du cycle cellulaire. Il y a aussi amitose, c'est la division directe de la cellule, qu'on appelle amitose. En combien de phases se déroule la mitose équationnelle? La mitose équationnelle que vous connaissez, c'est la division indirecte de la cellule. Ça se déroule en 4 phases. Il y a premièrement prophase, il y a métaphase, il y a anaphase, il y a télophase. Prophase, c'est la phase de la préparation. Métaphase, c'est la phase de la plaque équatoriale. Anaphase, c'est la phase de l'ascension polaire. Et la télophase, c'est la phase marquante de début de la cytocinèse ou plasmodiérèse, qui est la division du cytoplasme. Maintenant, les acides nucléiques. On distingue 2 types d'acides nucléiques d'après Watson écrit en 1953. Il y a les acides ribonucléiques, il y a les acides désoxyribonucléiques. Maintenant, il y a aussi acide désoxyribonucléique qu'on appelle ADN et acide ribonucléique qu'on appelle ARN. Il y a aussi des combinaisons. Par exemple, les nucléosides. Les nucléosides, c'est une combinaison entre un sucre de 5 atomes de carbone et une base azotée. Il y a nucléotide. Nucléotide ici, c'est ce qui résulte l'addition d'une ou plusieurs molécules d'acide phosphorique avec un nucléoside. Maintenant, c'est quoi l'ADN? L'ADN, c'est un acide nucléique formé d'un sucre appelé désoxyribose et de l'acide phosphorique et une base azotée appelée C-TAG. C-A-C-T-A-G. C, cytosine, T, thymine, A, adénine, G, guanine. L'ADN est localisé principalement dans le noyau. L'ADN joue un rôle de transport des informations cellulaires ou héréditaires constituées par les gènes. Les gènes que vous connaissez, qui est l'unité de base de la transmission des caractères ou l'unité de base de l'hérédité. Quelle est la structure chimique de l'ADN? L'ADN est formé de 2 chaînes de nucléotides enroulées l'une sur l'autre. On compare la molécule d'ADN comme une échelle à double hélice. Si vous cliquez sur Internet, dont les montants sont enroulés et les barreaux sont représentés par des points hydrogènes reliant les bases. Quelles sont les principales fonctions de l'ADN? Quelles sont les principales fonctions de l'ADN? Premièrement, il y a duplication. La duplication ou réplication, c'est la propriété que possède la molécule d'ADN de donner naissance à une copie d'elle-même. L'ADN donne une copie elle-même. C'est ce qu'on appelle la duplication ou réplication. Il y a la transcription. La transcription, l'ADN donne naissance à une molécule ARN par une transformation appelée transcriptase. La transcriptase est celui permettant la transformation de l'ADN en ARN, qu'on appelle transcription. Il y a aussi la traduction. La traduction comprend aussi une synthèse de protéines. C'est la transformation du message nucléaire en message cytoplasmique pour la protéogénèse. La protéogénèse que vous connaissez, qui est la formation des protéines. C'est le processus qui aboutit à la fabrication ou synthèse des protéines liées au siège de la protéogénèse et le ribosome. Maintenant, l'ARN. L'ARN, c'est quoi? L'ARN, c'est l'acide ribonucléique. C'est un acide nucléique formant d'un sucre appelé ribose et de l'acide phosphorique et d'une base azotée appelée CUAG. C-U-A-G. Cytosine pour C, uracile pour A, adénine, uracile pour U, adénine pour A et guanine pour G. L'ADN est localisé principalement dans le cytoplasme à 80%. Il y a différents types d'ARN. Il y a ARN messager qui contient des informations nécessaires à la synthèse des protéines et a pour rôle le transport des informations du noyau au cytoplasme. Il y a ARN de transport qui a pour rôle d'apporter des acides aminés au niveau des ribosomes liés dans la protéogénèse. Il y a ARN ribosomal, il forme avec les protéines des ribosomes qui participent à la synthèse des protéines.
il y a ATP, il y a ATPase, il y a ATPase. ATP, c'est adénine triphosphate, c'est une forme de stockage d'énergie dans la cellule ou dans l'organisme. Et ATPase, c'est l'enzyme qui cède à l'ATP et l'ADP qui est azinine diphosphate avec la libération d'énergie utilisée par la cellule. Maintenant, il y a la membrane cytoplasmique qu'on appelle encore la membrane cellulaire ou le paraplasme. Ici, quel est le rôle de la membrane? La membrane joue 3 rôles. La membrane joue 3 fonctions: barrière, reconnaissance, transport. Barrière, reconnaissance, transport. Le transport peut être actif ou passif. Et enfin, il y a l'osmose. L'osmose, c'est le passage de l'eau de la région la plus forte envers la région la plus faible. En eau, avec du crochet, en eau, c'est le passage de l'eau au milieu hypotonique à un milieu hypertonique. Le milieu hypertonique qu'on appelle solution hypertonique, c'est une solution qui contient plus de solidité dans l'eau. Et la solution hypotonique, c'est une solution qui contient moins de solidité dans l'eau. Et la solution isotonique, c'est la solution lorsqu'elle possède la même concentration. C'est ce qu'on appelle, il y a aussi de la turgescence. Dès qu'on parle de osmose, l'osmose, il y a des conséquences, la turgescence et le plasmolyse. Et la turgescence, c'est lorsqu'on plonge une cellule animale dans une solution hypotonique. Et plasmolyse, c'est lorsqu'on plonge une cellule animale dans une solution hypertonique, avec Ditrochet en 1826 qui nous a parlé de l'osmose.